Bonjour à tous, je suis Rachel Paya, je suis économiste à l'Institut des politiques publiques et je vais vous présenter notre contribution à l'évaluation carbone du budget de l'État. Donc c'est un travail que nous avons réalisé avec mes collègues Laurent Bach, Paul Dutronc-Postel qui vous présentera la seconde partie de nos résultats, Arthur Guilleuzwick et Clément Malguir. Donc, je commencerai peut-être par vous rappeler que le concept d'évaluation carbone ou évaluation environnementale du budget de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu déjà des efforts importants qui ont été réalisés ces dernières années, notamment avec un rapport par l'Institut de l'économie pour le climat, encore un rapport par l'IGF ou le CGEDD en 2019, le rapport également du Haut Conseil pour le climat sur la tarification effective du carbone. Et enfin, une avancée très positive, c'est l'annexation systématique du rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État au PLF, donc depuis 2019. Donc ces premiers efforts d'évaluation, ils se sont surtout concentrés sur trois choses. D'une part, sur la classification des mesures fiscales, selon qu'elles sont considérées a priori avoir un impact positif, négatif, ambigu ou neutre sur l'environnement. Ils sont également concentrés sur l'évaluation ex ante de certains dispositifs précis et sur la documentation de la tarification effective du carbone par type d'énergie et par régime de tarification. Donc ce que l'on souhaite, nous, avec le travail que l'on vous présente aujourd'hui, c'est réellement participer à cet effort en apportant l'expertise de l'IPP, c'est-à-dire l'angle microéconomique. Donc comment est-ce que ça se traduit en termes d'objectifs ? Alors on s'en est fixé deux. C'est d'une part de compléter donc l'analyse existante des émissions carbone par une analyse des entreprises qui les émettent. Et ce, dans le but de vraiment mettre en regard les caractéristiques fiscales et environnementales des entreprises. Et deuxièmement, c'est d'approfondir l'analyse existante des effets incitatifs des dispositifs à visée environnementale et également de la compléter par une analyse du ciblage environnemental implicite des dispositifs fiscaux non environnementaux. Donc l'approche qui est la nôtre, c'est une approche par la simulation, donc microéconomique, entreprise par entreprise, des différents dispositifs à l'œuvre. Et donc l'objectif à terme, c'est de réussir à proposer un cadre d'analyse unifié du ciblage environnemental de tout dispositif de politique publique à destination des entreprises, et ce au niveau de chaque entreprise. Donc comment est-ce que cette ambition, elle se traduit aujourd'hui ? Elle se traduit en une analyse en 3 points qui sont les suivants. D'une part, comment se répartissent les émissions de CO2 de l'industrie française ? En second, à quelle tarification effective du CO2 font face les entreprises industrielles ? Et enfin, le ciblage des dispositifs fiscaux non environnementaux est-il neutre ? Donc, vous aurez remarqué que je vous ai parlé des entreprises industrielles. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est le champ qui est à l'étude aujourd'hui. C'est une première étape donc, dans notre objectif de proposer un cadre plus large, mais on se concentre sur l'industrie, d'une part parce que ça représente 1/5 des émissions de CO2 françaises. Alors certes, ce n'est pas la majorité, mais c'est quand même une part importante. Et en plus, c'est également le secteur sur lequel nous avons les données les plus fiables, notamment grâce à l'enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie, ce qui n'est pas le cas sur les autres secteurs. Donc ensuite, on a retenu l'année 2019 comme année de référence pour les émissions carbone, ce pour 2 raisons. D'une part, éviter de décrire des phénomènes liés au Covid uniquement et donc transitoires, et d'autre part, pour se placer avant la réforme des impôts de production que l'on analyse. Cependant, nous simulons également l'évolution des dispositifs dans les années ultérieures. Donc, de quel dispositif parle-t-on exactement ? On parle de 4 dispositifs, donc 2 dispositifs carbone. D'une part, le marché européen de quotas carbone et les taxes intérieures de consommation sur les énergies. Donc ces 2 dispositifs constituent ce que l'on appelle la tarification effective du carbone. Et on a également retenu l'impôt sur les sociétés et les impôts de production, car ils représentent les principaux dispositifs fiscaux non environnementaux en montant. Donc, en ce qui concerne notre méthodologie, comme je l'ai déjà dit, nous adoptons une approche microéconomique, entreprise par entreprise, afin de fournir un cadre d'analyse unique des dispositifs carbone et des dispositifs non environnementaux.
La manière dont on procède, c'est qu'on estime les émissions directes de CO2 des entreprises. Donc les émissions directes de CO2, c'est quoi? C'est d'une part les émissions liées à la consommation d'énergie des entreprises, que l'on va pouvoir estimer grâce à des données au niveau établissement des entreprises des consommations d'énergie et grâce à des facteurs d'émissions associés à ces différentes énergies. Ce sont aussi les émissions directes, les émissions liées aux procédés industriels. Et donc, pour cela, on va se baser sur des données sectorielles que l'on va rapporter au niveau entreprise. Une fois que l'on a ces données d'émissions carbone, on peut les appareiller avec les informations fiscales de chaque entreprise. Et ça va nous permettre de trier, de classer les entreprises selon leur intensité en carbone, donc que l'on définit comme les émissions directes de CO2 d'une entreprise rapportées à sa valeur ajoutée. On va les trier de la moins intense à la plus intense. Et ensuite, on va pouvoir regarder la corrélation de cette intensité carbone avec l'exposition des entreprises aux différents dispositifs que l'on analyse. Donc, dispositifs carbone, d'une part, avec le marché du carbone et les taxes intérieures sur la consommation d'énergie, et aux dispositifs fiscaux non environnementaux, impôts sur les sociétés et impôts de production. Donc, je vais maintenant passer au résultat de la première partie, qui est la répartition des émissions industrielles françaises. Donc, sur ce graphique, on a représenté les émissions des entreprises de l'industrie manufacturière en France. Et la manière dont on l'a fait, c'est qu'on a trié les entreprises selon leur intensité carbone, de la moins intense à gauche à la plus intense à droite. Et ensuite, on est venu diviser ces entreprises en 10 catégories de taille égale de valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque catégorie, qui est représentée par une barre sur ce graphique, correspond à 10% de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière française. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? On voit que l'intensité carbone est extrêmement concentrée dans ce dernier dixième sur la droite. Donc c'est le dixième de valeur ajoutée le plus intense en émissions carbone pour l'industrie manufacturière. Et pour donner un petit peu une idée des ordres de grandeur, ce dernier dixième, cette dernière catégorie, elle est 14 fois plus intense en CO2 que la précédente, que le 9e dixième de valeur ajoutée. Donc, et elle concentre 75% des émissions carbone de l'industrie manufacturière, rien que dans ce 10% de valeur ajoutée. Donc ensuite, on peut comparer ces niveaux à la moyenne de l'intensité carbone de l'industrie manufacturière, que vous avez représentée par la ligne verte en pointillé. Et là, on voit que c'est vraiment ce dernier dixième de valeur ajoutée qui va tirer cette moyenne vers le haut, puisque les 90% de la valeur ajoutée restante se situent en dessous de la moyenne. Si on rapporte à la moyenne de l'intensité carbone en France, c'est la même chose. Elle est un petit peu moins élevée que la moyenne de l'industrie française, mais globalement, la plupart des dixièmes se situent en dessous de cette moyenne, et c'est vraiment le dernier dixième de valeur ajoutée qui tire cette moyenne vers le haut. Ici, on vous a représenté le nombre d'unités légales, donc le nombre d'entreprises au sein de chaque catégorie, donc au sein de chaque dixième. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un plus grand nombre d'entreprises dans les dixièmes qui sont plus intenses en émissions carbone. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est le dixième le plus intense en émissions de carbone contient en fait des entreprises avec une plus petite valeur ajoutée, donc des entreprises de plus petite taille. Maintenant, si on vient zoomer un petit peu sur les 9 premiers dixièmes de la distribution, pour voir un petit peu mieux ce qu'il s'y passe, on voit que là aussi, il y a une concentration dans le 9e, 10e qui est plus intense, mais l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même que ce qu'on a vu juste avant. Ici, on est sur le 9e, 10e qui est seulement 2 fois plus intense en émissions carbone que le 8e, 10e. Si on veut retrouver cet ordre de grandeur de 14 fois plus intense, il faut le rapporter au 4e, 10e. Donc, on n'est pas du tout sur le même ordre de concentration. C'est vraiment ce dernier dixième qui est très, très intense en CO2. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette très forte concentration, principalement par la dimension sectorielle, en fait. Ici, on vous a représenté donc toujours l'intensité carbone, mais cette fois-ci de chaque secteur d'activité industrielle, donc c'est-à-dire qu'on a rapporté le total des émissions directes de CO2 de chaque secteur à sa valeur ajoutée totale. Et là, on voit
qu'à nouveau, on retrouve une très forte concentration, mais ici, au sein du secteur de la métallurgie, en particulier, enfin quelques secteurs très émetteurs, mais en particulier la métallurgie, avec plus de 5 kg de CO2 émis par euro de valeur ajoutée, alors qu'on est aux alentours de 1,2 kg de CO2 émis par euro de valeur ajoutée pour l'industrie chimique, et pour l'industrie de l'habillement, c'est 0,1 kg de CO2 par euro de valeur ajoutée. Maintenant, sur ce graphique, on vous a représenté les caractéristiques des entreprises en fonction de leur intensité carbone. Donc vous avez toujours de gauche à droite les déciles de valeur ajoutée des moins intenses aux plus intenses en CO2. Et on a donc représenté les caractéristiques moyennes des entreprises au sein de chaque décile, rapportées à la valeur du 5e décile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises du 10e de valeur ajoutée qui sont très intenses en CO2, elles sont 3 fois plus intenses en capital que celles du 5e dixième. Elles sont également plus petites en termes de valeur ajoutée et moins profitables. Pour ce qui est des entreprises les moins intenses, en revanche, elles sont près de 3 fois plus grandes en termes de valeur ajoutée que celles du 5e dixième. Elles sont également plus profitables et elles sont légèrement moins intenses en capital. Donc, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, on a vu d'une part que la distribution des émissions de l'industrie manufacturière était extrêmement concentrée au sein de ce dernier dixième de valeur ajoutée qui concentre à lui seul 75% des émissions de CO2. On a vu que cette concentration, elle s'expliquait principalement par la dimension sectorielle, avec notamment le secteur de la métallurgie qui est extrêmement intense en CO2 avec plus de 5 kg de CO2 émis par euro de valeur ajoutée. Et ensuite, pour ce qui est des caractéristiques des entreprises plus ou moins émettrices, on a vu que on a vu que les plus intenses étaient en général plus intenses en capital. Elles étaient également plus petites, moins productives et moins profitables. Je vais laisser la parole à Paul pour la seconde partie. Merci. Merci Rachel. Donc maintenant qu'on a un peu une meilleure idée de la distribution de l'intensité carbone de la valeur ajoutée des entreprises dans le secteur industriel, on va s'attacher à passer un peu en revue 2 ensembles de dispositifs fiscaux à destination des entreprises. Et en premier, on va s'intéresser aux dispositifs fiscaux qui ont proprement une visée environnementale, une visée de réduction des émissions de CO2 des entreprises. Alors juste pour vous rappeler que ça fait partie d'un des outils de la panoplie du décideur public qui veut réduire les émissions de CO2 de son industrie, au même titre que d'autres outils qui visent à rendre financièrement moins intéressante l'émission de CO2 par rapport à la non-émission de CO2. Et il faut mentionner d'autres types d'outils comme la régulation ou la subvention à l'activité non émettrice. Cette attribution d'un coût au CO2 émis par les entreprises, il va passer par différents canaux. D'une part, un système de quotas dont la puissance publique peut réguler la quantité disponible. Et en fonction de cette quantité plus ou moins disponible, il va faire émerger un prix pour le CO2 émis par les entreprises, ou plus directement par la fixation d'un prix pour le CO2 émis à travers le prix affecté à la consommation d'un type d'énergie. Et en rapportant la taxation de la consommation de cette énergie au facteur d'émission de chacune de ces énergies, on peut en déduire une tarification implicite du CO2 qui est liée à la consommation de cette énergie. Donc en fait, cette tarification effective du CO2, c'est une méthodologie qui est harmonisée désormais, qui est mobilisée par le rapport sur l'impact budgétaire du budget de l'État, qui est aussi mobilisé par le HCC et qui a été harmonisé par l'OCDE, qui consiste donc à documenter pour chaque tonne de CO2 émise et qui est émise par la consommation d'une certaine quantité d'énergie fossile, les coûts payés par l'émetteur, donc la tarification payée par l'émetteur de cette tonne de CO2, qui dépendent directement de cette émission. Et donc cette tarification, elle va varier en fonction de plusieurs choses. Elle va varier en fonction, d'une part, des énergies, puisque différentes énergies ne sont pas soumises au même régime de taxation. Et puis, ça va dépendre aussi des caractéristiques de l'émetteur, puisque différents types d'émetteurs vont être soumis à différents types de régimes fiscaux. Donc, vous allez avoir les établissements qui sont soumis au marché du carbone, ceux qui ne sont pas soumis au marché du carbone. Vous allez avoir des établissements qui bénéficient de certaines exonérations au titre de
leur type d'activité ou au titre de leur inclusion dans un secteur qui a été jugé comme à risque de fuite de carbone et qui va donc bénéficier de tarifs sur les énergies qui sont inférieurs, qui sont réduits ou même complètement exonérés pour certains. Donc ça, c'est la méthodologie qui s'attache vraiment à fixer la tarification effective de chaque tonne de CO2 prise indépendamment. Et nous, ce qu'on cherche à faire ici dans cette partie, c'est de raisonner plutôt au sein de l'entreprise, c'est-à-dire de faire la moyenne de cette tarification pour toutes les tonnes de CO2 qui sont émises par chaque entreprise. Et ensuite, d'examiner ce qu'on peut dire des différents types d'entreprises et des différentes tarifications du CO2 auxquelles sont soumis ces différents types d'entreprises. Donc on va décliner cette analyse vraiment au sein de chaque entreprise sur la somme de ces tonnes de CO2 émises. Et puis ce qu'on va faire également, qui est légèrement différent de la méthodologie de la tarification effective du carbone habituelle, c'est qu'on va non seulement s'intéresser à la tarification marginale du carbone, c'est-à-dire la tarification qui s'applique à la dernière tonne de CO2 émise ou à la première tonne de CO2 évitée par les entreprises, mais on va aussi s'intéresser à la tarification moyenne, c'est-à-dire au prix moyen qui inclut des dispositifs d'exonération non marginaux, par exemple l'attribution de quotas gratuits sur le système des marchés, sur le marché des quotas carbone européens. Alors, juste pour vous donner une illustration des différents types de tarification carbone qui s'attachent à chaque tonne de CO2 émise. Donc ici, on a représenté trois types, les trois types principaux de tarification effective du carbone liés à la consommation de gaz naturel. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit par exemple la courbe rouge. La courbe rouge, c'est la tarification effective du CO2 pour un établissement qui consomme une certaine quantité de gaz naturel et qui est soumis au marché du carbone européen. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tarification effective qui s'applique à cet établissement, c'est une tarification qui suit très largement l'évolution du prix des quotas carbone sur le marché européen, à ceci près qu'il y a un petit surplus de tarification carbone qui vient du fait que ces établissements ne sont pas complètement exonérés de TICGN, mais bénéficient simplement d'un taux réduit. Alors, on peut comparer cette courbe-là, qui donc est croissante, à la courbe rose, qui, elle, décrit un peu le taux normal, le régime normal de TICGN pour une entreprise qui consomme du gaz naturel, où on voit qu'il y avait une trajectoire croissante de la tarification CO2 jusqu'en 2018, trajectoire qui a ensuite été gelée à partir de 2018 et qui a très peu évolué depuis, qui a été légèrement révisée à la baisse 2022, mais qui est globalement très stable. Donc on voit que cette tarification effective, elle se croise aux alentours, entre l'année 2020 et l'année 2021. Vous allez avoir des établissements dont la tarification CO2 évolue de façon différentielle. Et puis enfin, vous avez d'autres types d'établissements, par exemple les établissements qui ne sont pas soumis au marché carbone européen, donc hors CEQE, mais qui font quand même partie de secteurs à risque de fuite carbone et qui, eux, bénéficient d'un taux réduit de TICGN. Donc on voit que la tarification effective du CO2 pour ces établissements-là, quand ils consomment du gaz naturel, elle est très faible. Donc ça, c'est un exemple de la diversité un petit peu des situations de tarification effective du CO2 qui sont émises par les entreprises. Donc ça, c'est vraiment par tonne de CO2. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu à la moyenne au niveau entreprise, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc là, ce qu'on vous représente sur ce graphique, c'est toujours ces 10 dixièmes de valeur ajoutée. Donc dans chaque point représente 10 dixièmes de valeur ajoutée, classés des moins intenses en CO2 à gauche aux plus intenses en CO2 par euro de valeur ajoutée à droite. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, grosso modo, la tarification effective du CO2 pour les 9 premiers dixièmes de valeur ajoutée dans le secteur industriel, elle est relativement stable, elle oscille autour de 45 € de la tonne de CO2 en 2019, mais dans le dernier dixième, donc qui est le plus intense en CO2, qui représente la majorité des émissions de CO2 du secteur industriel, on voit que cette tarification, qui correspond donc au prix marginal de la tonne de CO2 émise, elle est beaucoup plus faible, elle se stabilise aux alentours de 31 €, pour une moyenne à 33 € de la tonne de CO2 en 2019. Donc on a vraiment des entreprises les plus intenses en CO2 qui bénéficient d'une tarification qui est inférieure aux entreprises les moins intenses en CO2. Alors, on peut rajouter à cette image l'effet des quotas gratuits. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises, les entreprises industrielles bénéficient d'une allocation de quotas gratuits qui représente une large part du CO2 qu'elles émettent. Et quand on prend en compte cette allocation de quotas gratuits, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour les 9 premiers dixièmes de valeur ajoutée, ça change finalement pas grand-chose. Pourquoi? Parce que en fait, la plupart des établissements qui sont soumis
au marché carbone européen sont dans le dixième de valeur ajoutée. Ce sont les entreprises les plus intenses en CO2 émis. Et pour ce dixième de valeur ajoutée, là, pour le coup, l'effet il est assez massif, puisque la tarification moyenne, donc avec allocation de quotas gratuits, qui s'applique à ces entreprises, elle est très inférieure, puisqu'elle est de l'ordre de 14 € de la tonne de CO2, même inférieur à ça, c'est même aux alentours de 11 € de la tonne de CO2 pour le dixième, en 2019. Alors ça, c'est l'image pour 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution ? Entre 2019 et 2022, il s'est passé quelque chose d'assez notable. La tonne de CO2 sur le marché des quotas européens est passée de 25 € à 81 €, donc il y a une augmentation assez notable. Le prix a été multiplié par 3,5 fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tarification effective marginale du CO2, elle a augmenté beaucoup. Elle est passée en moyenne de 33 € à 82 € de la tonne de CO2, et c'est en très grande partie tiré par toujours ce dixième de valeur ajoutée, les plus intenses, qui eux sont très exposés à la tonne de CO2, au prix de la tonne de CO2 sur le marché des quotas, et donc pour lesquels cette augmentation du prix de la tonne sur le marché des quotas joue à plein. Et donc vous allez avoir une tarification qui, pour ces établissements-là, se stabilise autour de 84-85 € de la tonne de CO2 émise. Alors là encore, il y a toujours en 2022 des quotas gratuits qui sont alloués aux entreprises qui sont soumises au marché des quotas européens. Et donc on peut refaire le même exercice et s'intéresser cette fois-ci non pas à la tarification marginale qui concerne la dernière tonne de CO2 émise ou la première tonne de CO2 évitée par ces entreprises, mais plutôt la tarification moyenne qui s'applique à tous les quotas. C'est-à-dire là on fait vraiment la somme des quotas qui sont payés par ces entreprises, effectivement payés, c'est-à-dire effectivement achetés, donc la différence entre les quotas remis par ces entreprises aux autorités du marché carbone et les quotas qu'on leur a alloués gratuitement la même année. Et qu'est-ce qu'on voit ? Là encore, assez peu de différence sur les 9 premiers dixièmes de valeur ajoutée en termes d'intensité carbone. On commence à voir un effet dans le 9e dixième parce qu'on commence à voir des établissements qui sont soumis à ces quotas carbone. Et dans le dernier dixième de valeur ajoutée, on a un prix moyen de la tonne de CO2 qui, atteint, là encore, aux alentours de 12-13 € la tonne, parce qu'il y a un effet massif de cette allocation de quotas gratuits. Donc on a, au final, une tarification moyenne de la tonne de carbone qui passe à 17 €, donc qui est quand même supérieure à ce qui était observé en 2019. Pourquoi ? Parce que la partie des quotas qui n'est pas gratuite a augmenté en prix, beaucoup, de 25 € à 81 €, mais on a quand même un effet assez massif de ces quotas gratuits. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir que, d'une part, il y a des niveaux effectifs de tarification du carbone qui sont très nombreux et très hétérogènes. Donc il y a vraiment des taux de taxation qui s'appliquent à différentes tonnes de carbone émises par les entreprises industrielles qui sont vraiment très très différents. Et il y a, grosso modo, on peut décrire cette hétérogénéité par une déconnexion entre le régime de tarification effective qui s'applique aux entreprises qui sont soumises au marché des quotas. Donc ça, c'est un régime de tarification qui évolue assez fort avec le prix du marché des quotas sur le marché, avec le prix de la tonne de CO2 sur le marché des quotas européens. Et au contraire, une tarification des entreprises qui ne sont pas soumises à ce marché, qui correspondent à environ un tiers des émissions du secteur industriel, donc 30%, qui, pour le coup, ont une tarification effective du CO2 qui est relativement stable avec le temps. Donc ces deux niveaux, ils n'évoluent pas tous au même rythme, mais ça aboutit à la situation où, en 2019, on avait des entreprises qui étaient les plus intenses, qui étaient soumises à une tarification la plus faible, et en 2022, c'est l'inverse, c'est les entreprises les plus intenses qui payent une tarification effective du CO2 la plus élevée. Sous l'effet de, je vous le rappelle, l'augmentation du prix des quotas, donc ça c'est l'effet majeur, qui passe de 25 € à 81 € la tonne en 3 ans, mais aussi l'effet d'autres phénomènes. Une autre chose qui s'est passée, c'est que les exonérations de TICGN qui s'appliquaient au secteur considéré à fuite de carbone ont en fait beaucoup diminué en valeur. Pourquoi ? Parce que la liste des secteurs considérés exposés aux fuites de carbone a été beaucoup revue lors de la phase 4 du marché carbone européen. Et le troisième facteur explicatif, c'est que autant la consommation énergétique globale de ces entreprises a diminué, autant en fait le poids relatif des produits pétroliers, donc des autres produits énergétiques hors gaz naturel et charbon, a augmenté. Or, ce sont des produits qui sont soumis à une tarification effective du carbone qui est la plus élevée. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'attribution des quotas gratuits compense une partie toujours importante
du poids du marché carbone pour les entreprises qui sont soumises à ce marché carbone. Donc en fait, le prix moyen qui est payé par les entreprises les plus intenses en carbone, carbo-intensives, pour chaque tonne de CO2 qu'elles émettent, est toujours plus faible que celui payé par les entreprises qui sont moins intensives en CO2. Alors on peut s'interroger sur la combinaison d'un prix marginal qui est très élevé et en même temps un prix moyen qui est très faible. Donc la théorie, c'est qu'un prix marginal très élevé fournit des incitations à la décarbonation marginale qui sont très élevées. Donc ça veut dire, si vous avez un prix très élevé pour la dernière tonne que vous émettez ou la première tonne que vous évitez, vous avez des incitations très fortes à vous adapter à la marge en termes d'émissions CO2. Mais vous avez un effet des quotas gratuits qui, certes, est pensé comme protecteur des entreprises qui est protecteur de ces entreprises qui sont soumises au marché carbone. Pourquoi ? Parce que en fait, vous réduisez le prix effectif payé par ces entreprises, moyen sur toutes leurs émissions de tonnes de CO2, et donc vous n'exposez pas forcément ces entreprises à concurrence d'entreprises qui ne seraient pas soumises à ce marché européen. Mais l'autre effet que peuvent avoir les quotas gratuits, c'est qu'ils peuvent également désinciter, à condition d'être relativement pérennes, ils peuvent désinciter à une décarbonation plus massive que marginale. C'est-à-dire que, certes, la tarification marginale représente l'incitation à la décarbonation marginale, mais si on s'intéresse à l'incitation à une décarbonation plus massive que marginale, alors c'est plus la tarification marginale qu'il faut prendre en compte, mais bien plutôt une tarification qui est moyenne. Donc, avec un peu cette combinaison de prix marginaux qui sont très élevés et de prix moyens qui sont plus faibles, on a un rôle qui émerge pour d'autres politiques de décarbonation. Donc la première, ça va être d'ajouter encore des incitations à la non-émission à travers, par exemple, des subventions à la décarbonation, qui en fait socialisent le coût de la non-émission par les entreprises émettrices, par la société, qui va donc donner une incitation, donner des subventions pour que ces émetteurs n'émettent pas. Et puis l'autre politique publique qui peut être mise en place, c'est un mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières qui, lui, va chercher à plutôt homogénéiser la tarification effective de la tonne de CO2 pour toutes les entreprises qui peuvent s'adresser au marché européen. Et donc là, on peut juste passer en revue un petit peu ces deux options. Donc les aides à l'investissement décarboné, donc ici on vous représente juste là, c'est le CO2 total du secteur industriel, documenté par le CITEPA, qui s'arrête en 2022 à environ 73 millions de tonnes de CO2. L'objectif SNBC2, qui est une réduction de 35% des émissions de ce secteur à l'horizon 2030, donc aux alentours de 55 millions de tonnes de CO2. Et puis le point bleu, c'est l'effet des projets France Relance d'aide à la décarbonation. Donc le plan France Relance a octroyé 1,2 milliard d'aides à la décarbonation de l'industrie, principalement sous forme d'aide à l'investissement, pour un montant additionnel espéré de 5 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Donc la question cruciale pour juger du prix de la tonne de CO2 effectivement évitée, du prix payé par tonne de CO2 effectivement évité par ces aides à la décarbonation, c'est bien sûr celui de l'effet additionnel de ces aides par rapport à la trajectoire contrefactuelle des émissions du secteur hors aide à la subvention. Et donc la même précaution est de mise pour les aides à la décarbonation du plan France 2030, qui donc prévoit d'octroyer 5 milliards d'aides entre 2023 et 2027, enfin 2022 et 2027, toujours à la décarbonation, où la question va être, donc, pour bien comprendre l'effet de ces aides à l'investissement et les comparer, par exemple, à l'effet de la tarification effective du carbone, ça va être de savoir quel est l'effet additionnel de ces aides à l'investissement en matière de décarbonation. Et enfin, pour ce qui est du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc on peut surtout documenter à l'heure actuelle, donc on a comme plan de documenter l'effet sur les entreprises françaises en tant que productrices et exportatrices. Là, on s'intéresse surtout aux industriels en tant qu'importateurs. Et on peut documenter l'exposition des industriels français au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est tout juste entré en vigueur le mois dernier dans sa phase de déclaration. Donc pendant 2 ans, on a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui consiste à soumettre les entreprises importatrices à des déclarations sur l'origine de leurs produits et le contenu carbone de leurs produits jusqu'en 2026, qui concerne 6 secteurs, donc 6 secteurs qui sont l'électricité, l'acier, le ciment, l'aluminium, les engrais azotés et l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ? En fait, il concerne une fraction
finalement relativement faible des émissions de CO2 importées. Donc sur ce graphique, on vous représente en bleu ciel, c'est la même présentation des émissions totales, des émissions directes des industriels, rangées des moins intenses à gauche aux plus intenses à droite. Et dans les couleurs bleu, rouge, vert et orange, on représente les importations de CO2 de ces industriels, où on voit que en fait, ces importations de CO2, elles sont beaucoup plus... elles ont, selon ce critère, réparties de façon beaucoup plus homogène dans le secteur industriel. Mais on voit aussi que en fait, la part de ces importations, qui sont à la fois dans les 6 secteurs concernés par le MACF et d'une origine extra-marché carbone européen, elle est en fait relativement faible. Elle correspond à 6% des émissions importées et elle est surtout concentrée dans le dernier dixième. Donc là encore, ces entreprises les plus intenses en CO2. Donc voilà pour les dispositifs les dispositifs visant à réduire les émissions de CO2 du secteur industriel. Maintenant, il y a une autre question que l'on s'est posée et qui, il nous semble, vaut le coup d'être posée de façon assez systématique, c'est celle des dispositifs fiscaux à destination des entreprises qui n'ont pas de visée explicitement ou qui n'ont pas d'objectif explicitement environnemental. Donc, on n'est pas les seuls à vouloir faire ça ou à avoir l'idée de le faire. Si on lit, par exemple, le rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État du dernier projet de loi de finances pour 2024, à la page 252, on lit que, par exemple, les grands impôts d'État généralistes, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane, les impôts sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, ont un impact sur l'environnement dès lors qu'ils ont un effet sur l'économie, et que certaines de leurs modalités peuvent être adaptées pour favoriser certains comportements. Donc ça, c'est une vision des choses. Le Haut Conseil pour le climat, en 2020, quand il s'intéressait à la réforme des impôts de production, allait encore plus loin en disant que, en fait, un impôt généraliste comme les impôts de production peut avoir un effet sur les émissions totales du secteur, ou des émissions totales du tissu productif, si, par exemple, l'intensité carbone des entreprises qui vont être plus ou moins bénéficiaires de cette réforme n'est pas homogène. Et donc, par exemple, si les entreprises qui bénéficient le plus d'un type de réforme sont les plus intenses en CO2 par rapport à leur valeur ajoutée, alors on peut avoir un effet sur les émissions CO2 d'un dispositif qui, au départ, n'a pas de visée environnementale. Simplement parce que son ciblage implicite est corrélé avec l'intensité carbone du tissu productif. Et donc, muni de cette conviction, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la corrélation, par exemple, du taux de contribution économique territoriale, donc ceux des impôts de production qui sont concernés par la réforme de 2019 et les projets de réforme futurs. Donc là, c'est désormais une forme de graphique avec laquelle vous êtes familière. On a classé les entreprises, les entreprises industrielles des moins intenses à gauche aux plus intenses à droite. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, il y a une corrélation croissante assez forte entre l'intensité carbone des entreprises industrielles et leur exposition à la contribution économique territoriale, où on a des entreprises les moins intenses qui ont un taux de contribution économique territoriale rapporté à leur valeur ajoutée de l'ordre de 0,8%, et les entreprises les plus intenses, au contraire, ont un taux de contribution économique territoriale aux alentours de 3%. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut ? On en conclut que la suppression de cette contribution économique territoriale, elle vise de façon, là encore, différenciée, les entreprises les moins intenses et les plus intenses. Et donc supprimer cette contribution, c'est d'une certaine manière une réforme qui est davantage en faveur des entreprises qui sont les plus intenses en CO2 rapportées à leur valeur ajoutée. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on fait la même chose avec l'impôt sur les sociétés, on voit une relation qui est assez symétrique, où on a au contraire, donc là on rapporte l'impôt sur les sociétés effectivement payé par les entreprises à leur valeur ajoutée, pour avoir un dénominateur commun, où on voit au contraire une relation qui est plutôt décroissante, où les entreprises les moins intenses en CO2, qui sont aussi les plus profitables, sont celles qui payent un impôt sur les sociétés rapporté à leur valeur ajoutée qui est le plus élevé. Et au contraire, des entreprises les plus intenses qui payent un impôt sur les sociétés qui est relativement moins élevé. Donc voilà. Alors, juste pour peut-être rappeler 2-3 choses sur cette réforme d'un impôt non environnemental, des effets attendus en termes d'émissions. Donc il va dépendre bien sûr de l'effet sur la production totale
des différentes entreprises. Donc là, jusqu'ici, on disait, bon voilà, il y a des entreprises qui sont plus ou moins touchées, qui vont peut-être augmenter plus leur activité à intensité carbone égale, mais évidemment, ça va aussi dépendre l'effet global de la réforme va dépendre de l'effet de cette réforme sur l'intensité carbone de chaque unité produite. Et donc, par exemple, on peut s'interroger sur la capacité de cette réforme des impôts de production à financer l'investissement des entreprises, tout en gardant bien en tête que c'est la capacité de cet impôt à financer l'investissement des entreprises, des investissements qui soient également décarbonés, c'est-à-dire qui vont jouer sur l'intensité carbone de chaque unité produite. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut disqualifier toute réforme de tout dispositif fiscal simplement parce que son ciblage est corrélé positivement avec l'intensité carbone des entreprises? Non, pas forcément. Bien sûr, c'est pas ça qu'on cherche à dire ici. Il y a d'autres arguments qui ont été avancés, qui peuvent être avancés en faveur de la réforme. La réforme, elle a été faite pour... un des objectifs de la réforme, c'est de favoriser la compétitivité des entreprises qui sont soumises à ces impôts de production. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut disqualifier cette réforme, mais on pense tout de même que l'impact possible en matière d'émissions de CO2, au même titre que, par exemple, le coût pour les finances publiques d'une certaine réforme, doit entrer et peut entrer dans l'évaluation globale de la réforme d'un impôt comme les impôts de production. Et enfin, je vais juste terminer sur le fait que l'effet et l'évaluation environnementale de l'effet sur les émissions de CO2 qu'on considère dépend crucialement du périmètre des émissions qu'on considère comme pertinents. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire imaginer que l'effet de la réforme des impôts de production est un effet qui augmente les émissions du dixième le plus intense de la valeur ajoutée industrielle. Les entreprises dont les établissements sont dans ce dixième de valeur ajoutée sont en très grande partie soumises au marché des quotas européens. Et donc, même si leurs émissions augmentent, elles vont augmenter, ces entreprises devront acheter des quotas supplémentaires à proportion de l'augmentation de leurs émissions. Or, la quantité de quotas en circulation sur le marché européen, elle est fixe. Donc, même si ces entreprises voient leurs émissions augmenter et qu'elles achètent plus de quotas sur le marché européen des quotas, ça se fera au prix d'une émission moindre par les autres acteurs qui sont soumis au marché des quotas européens. Donc là, on voit bien que le fait d'avoir un objectif, c'est très important de savoir qu'on a un objectif de réduction des émissions qui est d'ampleur nationale, et donc de ne pas perdre de vue que les effets en termes d'objectifs nationaux de réduction des émissions de CO2 ne sont pas du tout les mêmes que les effets en termes de réduction de CO2, par exemple, au niveau européen. Voilà, donc c'est juste une mise en garde sur ce qu'on peut comprendre des effets de ces dispositifs fiscaux. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 mots de cette analyse? D'une part, on a vu que les émissions de CO2 étaient très concentrées, donc on le soupçonnait ou on le savait peut-être déjà, mais on peut peut-être le quantifier. Donc 10% de la valeur ajoutée industrielle représente 75% des émissions de l'industrie. On a 2 régimes de tarification du carbone qui cohabitent et qui concernent respectivement 1/3 pour l'un, donc ça c'est la partie hors marché des quotas européens, et 2/3 pour l'autre, ça c'est le marché des quotas européens et la tarification à travers la taxation des énergies réduite pour les établissements soumis au marché des quotas européens. Ces 2 régimes, ils divergent pour l'instant, au fur et à mesure que le prix du quota carbone augmente. Et dans le PLF 2024, il a été écrit que le tarif de TICGN, par exemple, pourrait être amené à augmenter jusqu'à 8 € par mégawattheure, ce qui correspond en fait au niveau actuel. Donc il pourrait jusqu'à doubler dans les années à venir. Et enfin, on pense avoir contribué que l'évaluation ex-ante de dispositifs non environnementaux, sans visée environnementale, doit être faite parce que en fait, le ciblage de ces dispositifs qui n'ont rien d'environnementaux a priori, ou en tout cas pas explicitement, peut révéler en fait des corrélations entre ce ciblage et l'intensité carbone des entreprises. Voilà. Merci.
Donc nous avons maintenant le temps de prendre quelques questions en direction des chercheuses et chercheurs qui ont présenté. On a des micros, n'ayez pas peur, vous pouvez lever la main. On prendra plusieurs questions. La salle. Nous avons Jean-René Cazeneuve est là, mais nous attendons son compère Éric Coquerel avant de commencer le débat. Donc on a le temps de répondre à toutes les questions que vous pouvez souhaiter formuler. Alors j'ai une question de monsieur ici. Merci beaucoup. Ça concerne le dispositif carbone. L'objectif, c'est évidemment de réduire les émissions carbone. C'est aussi, ça devrait être aussi de ne pas tuer les entreprises émettrices que sont la métallurgie, le verre, la chimie. Et comment est-ce qu'on peut, dans la présentation qui vient d'être faite, il n'y a pas d'évaluation de l'effet sur les entreprises, lesquelles vont survivre, lesquelles vont en mourir. Est-ce que c'est une question qu'on se pose ou qu'on pourrait se poser? Et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Très bien, merci. Est-ce que Rachel, Paul, vous voulez dire peut-être si on va prendre plusieurs questions, ça vous donnera le temps de réfléchir à la réponse. Et est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que... Non, alors Paul, vas-y. Micro. Oui, si, c'est une très bonne question. Alors, la difficulté pour répondre à cette question, c'est qu'on ne dispose pas nécessairement des données pour le faire, puisque ce qu'il faudrait savoir, c'est si les entreprises qui, par exemple, ont été soumises à une hausse très importante de la tarification effective entre 2019 et 2022, ont plus ou moins le devenir de ces entreprises. Or, on n'a pas de données qui offrent un recul suffisant aujourd'hui pour pouvoir suivre ces entreprises. Les dernières données de l'EACEI dont on dispose, c'est 2021. Donc pour pouvoir faire l'exercice complet, il faudrait attendre peut-être encore un petit peu. Mais tout à fait, c'est un programme de travail intéressant. Oui. L'une des qualités de l'IPP, c'est de faire des analyses microéconomiques. Même si on n'a pas tout le secteur, on pourrait prendre arbitrairement, mais quelques entreprises importantes jugées représentatives de la métallurgie ou de ceci, ou de la verrerie ou de la chimie, pour évaluer peut-être directement avec eux les effets, non? Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On l'a peut-être pas fait. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour savoir de votre point de ce qu'on est en mesure de vous dire. Je vous donne d'abord rendez-vous l'année prochaine pour la suite de l'événement. Et ensuite, je pense qu'on en restera à des analyses statistiques sur des échantillons, parce que le fait de se concentrer sur des entreprises particulières nous exposerait à des difficultés du point de vue du secret statistique. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Paul, donc là c'est la première année où on essaye de mettre en relation de ces évaluations budgétaires, pas simplement ce qu'on a l'habitude de faire au niveau micro, de dire quels sont les impacts en termes d'efficacité de mesures budgétaires versus l'équité, la distribution. Là on aimerait ajouter un troisième terme qui est quels sont l'impact environnemental en termes d'émissions pour que dans les arbitrages qui doivent être faits et débattus, par exemple à l'Assemblée nationale, entre ces questions de équité, efficacité et effet environnemental, rajouter cet élément-là. Donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous allons aller vers faire plus d'évaluations environnementales, plus d'évaluation de l'impact de ces différentes mesures, des quotas, des taux marginaux de quotas, des quotas gratuits, sur à la fois les émissions, sur l'efficacité, donc par exemple si les entreprises disparaissent ou pas, et les questions aussi de redistribution, qui sont les personnes, si jamais les entreprises disparaissent, est-ce qu'elles sont, qui sont les emplois qui sont perdus, vers quel type d'individus, de ménages qui pourraient être touchés. C'est bien notre objectif et on va le faire progressivement à mesure de notre capacité finalement. Ce que je n'ai pas dit au début, je regrette de n'avoir pas dit, c'est de vous remercier et de vous féliciter. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires aussi positifs? Il y a une question tout en haut. Oui, j'ai une question. Allez-y. Je pose la question. Allez-y. Je suis là,
Ah pardon, excusez-moi, je ne l'avais pas vu, je croyais qu'il y avait une personne. Oui. Moi j'ai deux questions. Une sur la première partie, j'aurais été très intéressé de voir les dynamiques sur les soldes primaires et secondaires budgétaires. Parce que c'est quand même, bon, vous présentez toute une série de paramètres, notamment sur l'endettement public, mais globalement, on a un solde primaire qui est quand même assez dégradé, qui s'approche des 3% négatifs depuis 2008. Donc j'aimerais savoir si les hypothèses qui ont été retenues par le gouvernement sont réalistes du point de vue du solde primaire, hein, je parle du solde primaire, et surtout vos hypothèses sur la partie frais financiers, ce qu'on appelle le solde secondaire, sachant qu'on a une partie de notre endettement qui est une partie de la dette publique qui est indexée sur l'inflation. On a 11% de la souche obligataire qui est indexée sur l'inflation, notamment inflation européenne. Donc là, typiquement, si on a une inflation européenne qui ne reflue pas, on a une charge financière qui va aller croissante. Et donc là, ça va dégrader finalement notre solde budgétaire complet. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très suivi par les agences de notation, probablement cette semaine par Moody's ou enfin peu importe. Donc j'aimerais avoir votre vue là-dessus. Et sur le troisième volet, sur les émissions de CO2, moi j'aimerais comprendre l'impact des crédits carbone pour notamment la partie industrielle, c'est-à-dire les gens qui sont intenses capitalistiquement et qui ont un faible taux de valeur ajoutée. Au fond, est-ce que la stratégie qu'ils vont avoir pour amortir le capital brun, ça va typiquement être une stratégie inflationniste? Donc là, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une stratégie de marge qui va consister à préserver leur cash flow pour pouvoir supporter le renouvellement de leur capital, l'amortissement de leur capital brun, lui substituer du capital blanc décarboné. Et au fond, est-ce que les mesures, enfin les quotas carbone ne conduisent pas implicitement, du point de vue économétrique, à des tensions inflationnistes, notamment dans la partie industrielle. C'est-à-dire que la stratégie des joueurs de l'industrie va consister à se discipliner entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont pas réagir en capacité industrielle, mais ils vont réagir en capital. Et donc, pour préserver leur capital, chercher à générer du cash flow par un niveau de marge plus élevé que par rapport au cycle précédent. Merci. François, peut-être sur la première question sur... Oui, alors sur le solde primaire, effectivement, ce qui est prévu, c'est une réduction de la dette, du déficit, pardon. Donc, on va aller vers un déficit assez important pour converger vers un déficit à 2% en 2027. Donc ça, c'est les trajectoires qui sont prévues par le gouvernement. Ensuite, concernant le paiement des intérêts sur la dette, effectivement, les intérêts sur la dette sont prévus pour augmenter. Ça, vous avez raison. Après, le point important, je pense, dans la stratégie du gouvernement, c'est de compter sur une forte croissance. Donc, pour l'évolution de l'endettement, c'est ce qui compte, c'est R-G. Donc là, le taux de croissance étant assez élevé, une partie des accroissements d'intérêts, normalement, va être compensée par la croissance. C'est un peu le pari que fait le gouvernement. Peut-être Paul, sur la question des... oui, et rapidement, alors oui, c'est une possibilité. Un indice qui va peut-être pas tout à fait dans la bonne direction pour cette hypothèse, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est les entreprises qui sont les plus intenses en CO2 sont aussi pas particulièrement profitables, plutôt pas trop profitables. Et donc leur capacité à augmenter leur marge... alors oui, c'est une hypothèse qu'on peut explorer dans le futur. Là, Sinon, ça veut dire que les entreprises, un secteur industriel à faible valeur ajoutée, qui a une faible rentabilité et qui est confronté à la décarbonation de son outil industriel, va devoir, il a deux choix possibles, où on lui injecte des fonds propres, c'est-à-dire les actionnaires viennent injecter des fonds propres, ou les actionnaires ne viennent pas injecter des fonds propres,
et c'est des secteurs qui s'effondrent. Enfin, c'est des secteurs, c'est des entreprises qui disparaissent, c'est des emplois qui disparaissent. Enfin, c'est un secteur qui a bénéficié de beaucoup d'aides à la décarbonation. Donc oui, mais c'est peut-être pas suffisant. Parce que là, dans la perspective que vous montrez, vous montrez bien l'écart qui existe entre le CO2, enfin le crédit marginal et le crédit irrité des quotas. Et implicitement, on voit bien que cet écart devrait, à l'avenir, comment dirais-je, se réduire au niveau des crédits carbone. Oui, oui. Et donc, si cet écart diminue, implicitement, ça veut dire que le coût carbone pour ces entreprises augmente. Donc, ça veut dire que leur marge va baisser si elle ne le répercute pas sur les prix. Et donc, implicitement, ça veut dire que où elles ont une stratégie coopérative, si j'ose dire, en théorie des jeux, de contrôle des prix, et donc de préservation de leur marge, ou elles ne l'ont pas. C'est ça ma question. Oui, je propose qu'on D'accord. On reparle après. J'ai Ok, beaucoup de choses à répondre, mais là... Il y avait une question tout en haut, je crois que j'avais vu monsieur. Oui, merci de votre présentation, c'était très intéressant. Je veux juste revenir sur le chiffre de 1,35% de croissance sur le PLF 2024. Je voudrais savoir comment il est construit et si c'est pas un petit peu optimiste quand même. Merci. François, donc la question c'était dans quelle mesure comment on a construit le chiffre de 1,35% de croissance, est-ce qu'il est trop optimiste? Alors, deux choses. Le 1,35 qu'on a mis sur les transparents pour montrer l'évolution depuis le premier quinquennat Macron de la croissance de long terme, c'est quelque chose qui est fait tout à fait statistiquement. C'est pas optimiste ou pessimiste, c'est-à-dire qu'on fait une droite de régression qui minimise les écarts à cette droite. Donc on fait quelque chose qui est une estimation de la croissance de long terme sur 10 années, quoi. Voilà, donc ça c'est ce 1,35 qui est la cible de long terme de croissance depuis le début du quinquennat Macron. Enfin, du premier quinquennat Macron. Alors est-ce que c'est optimiste? C'est une tendance statistique. C'est qu'en fait, sur le quinquennat précédent, on avait une tendance de long terme qui était plutôt de 1,2. C'était la croissance du PIB par tête, hein. Donc c'était plutôt 1,2 et depuis 2017, c'est plutôt 1,35. Voilà. Merci. Alors, Éric Coquerel est toujours pas là, donc il arrive. Il vous a prévenu. Ah, tant mieux. Parce qu'un débat tout seul aurait été quand même trop facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui, maintenant que la salle s'est chauffée, je vois une main qui se lève. Tout là-haut. Alors, deux mains. Allez-y. Bonjour. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier pour ces présentations qui forment une bonne vulgarisation sur des sujets qui sont assez techno et pas forcément évidents. Et ma question s'adressait à la seconde présentation, et en particulier sur le fait d'utiliser l'impôt sur le revenu brut au cours du temps, notamment parce que les niches fiscales ont beaucoup évolué, notamment sur l'IR en cours du temps. Pour donner quelques ordres de grandeur, en 2012, on collecte à peu près 60 milliards d'impôts sur le revenu pour 5 milliards de niches fiscales associées. Au PLF 2024, puisqu'on en a un petit peu parlé, c'est 80 milliards d'impôts collectés pour 20 milliards de niches fiscales. Donc on est passé d'un ratio qui est de 8% à 25%. Et en conséquence, les courbes de pression fiscale sont associées et donc sur la capacité à récupérer l'imposition effective réelle sur les foyers pour calculer cette charge fiscale plutôt qu'une charge fiscale qui est uniquement théorique, qui n'est pas forcément représentative de la réalité. Brice ? Oui, bonjour. Je ne sais pas où est la personne qui a juste en haut, mais question. Ouais. Merci pour votre question. Oui, alors on prend l'IR brut parce que c'est la mesure qui renvoie directement au barème et donc au mécanisme qu'on voulait évoquer. Alors bien sûr, ça ne correspond pas à l'impôt effectivement payé. Alors, j'ai pas en tête les ordres de grandeur que vous évoquez actuellement, c'est vrai, me paraissent un peu élevés. En tout cas, c'est vrai que les écarts, là où ils sont les plus marqués, c'est 2008-2009. Après, le point, c'est de dire si on a des crédits ou des réductions d'impôts qui agissent dans le sens
d'une baisse du taux d'imposition, ça doit être confronté après avec les hausses tendancielles qu'il y a du fait du barème. Mais ce qu'on montrait n'avait pas forcément vocation à dire c'est le taux d'imposition effectif au titre de tout l'impôt sur le revenu. Alors, une dernière sur les slides, vous avez en annexe les chiffres relatifs à l'impôt net. Où vous pouvez voir ce que ça donne. Merci. Donc il y avait une dernière question et ça sera la dernière. Donc, puisque nos débatteurs sont là. Je vais essayer d'aller vite. Donc merci beaucoup pour votre présentation. Je vais utiliser des termes qui sont, je pense, assez évidents pour vous, un peu moins pour moi. Donc je vais essayer de pas trop les utilisateur et à travers. Mais à propos donc de la partie sur les taxes carbone qui a été présentée, je voudrais juste revenir sur la quantification des émissions carbone par décile de valeur ajoutée. Donc ça m'a paru très intéressant parce que ça permet donc de faire de voir ce que ça donne au niveau de l'intensité carbone suivant ce qu'on émet en termes de richesse et donc aussi de croissance. Mais est-ce qu'en termes d'utilité, on va dire un petit peu différente, donc non pas fondée sur la richesse, mais sur d'autres critères, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette quantification, elle pourrait amener à penser, même si c'est pas le but premier, qu'il y a des déciles qui vont devoir faire plus d'efforts que d'autres afin de permettre des réductions d'émissions carbone. Mais si on prend le dernier décile, et par exemple la métallurgie, le verre, etc., est-ce que, en termes d'utilité globale, si on devait amener une grosse réduction des émissions carbone à ce niveau-là, on n'aurait pas une plus grande décroissance d'utilité que si on prenait au contraire les premiers déciles que sont le textile, peut-être le luxe, où là, certes, on a moins d'émissions carbone par rapport à la valeur ajoutée, mais peut-être que par rapport à l'utilité, c'est peut-être un peu partisan ce que je dis, mais par rapport à l'utilité de la société, dans ce cas-là, les émissions carbone sont un petit peu plus intenses. Alors, Paul ou Rachel, sur l'utilité sociale de la métallurgie par rapport au textile, est-ce que vous avez une réponse Pas vraiment. Non, alors je suis pas sûr de bien comprendre la question, de savoir. L'objectif ici, il n'est pas de dire quelle industrie devrait être supprimée. Enfin, quelle industrie devrait être la première à supprimer ses émissions de CO2. L'objectif, il est surtout de décrire quelles sont les entreprises qui sont touchées par quel dispositif, et en fait la séparation entre les entreprises les moins intenses d'une part et les entreprises les plus intenses d'autre part, elle recouvre en large partie le fait d'être soumis au dispositif du marché des quotas ou de ne pas être soumis au dispositif du marché des quotas. Et je pense que c'est une des illustrations qu'on fait. Et dans cette mesure, l'objectif de notre travail, c'était aussi de mettre en lumière le fait que en fait, on se retrouve avec deux ensembles d'établissements et d'industries, et même de secteurs, dont certains sont soumis à un régime de tarification et d'autres sont soumis à un autre régime de tarification. Et on peut s'interroger sur le bien fondé d'avoir deux régimes différents qui ne sont pas les mêmes de façon statique et qui ne sont pas non plus les mêmes de façon dynamique. C'est-à-dire que vous avez une inversion entre un régime qui était plus faible en 2019, qui est devenu plus fort en 2022, et un autre régime qui, pour le coup, est resté complètement stable sur la même période. Après, je sais pas, Rachel.